20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, on le décrit comme inflexible. Viktor Orban va-t-il baisser sa garde ce soir? Le Premier ministre hongrois refuse d'ouvrir à l'Ukraine les négociations d'adhésion à l'Union européenne et le déblocage de 50 milliards d'euros d'aide à Kiev lors du prochain sommet européen des 14 et 15 décembre. Emmanuel Macron va tenter de le convaincre à l'Elysée. Reporters sans frontières demande à l'Égypte d'ouvrir aux journalistes le passage par Rafah à la bande de Gaza, où l'armée israélienne étend son offensive à l'ensemble de l'enclave palestinienne. L'ONU, de son côté, dit voir des signes prometteurs de l'ouverture prochaine d'un deuxième point de passage, celui de Kerem Shalom, pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux Gazaouis. De tout cela, on parlera dans un instant. On va plus loin. Il est à l'Elysée ce soir. Viktor Orban, reçu par Emmanuel Macron. Le Premier ministre hongrois menace de faire dérailler le prochain Conseil européen des 14 et 15 décembre. Pas d'accord pour ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Pas d'accord non plus pour débloquer 50 milliards d'euros d'aide à Kiev. Faute d'unanimité, c'est le soutien de l'Europe aux Ukrainiens qui menace de disparaître. Rebecca Martin. La rencontre est annoncée comme un dîner de travail, mais le tête-à-tête s'annonce tendu. Emmanuel Macron reçoit Viktor Orban à l'Elysée ce jeudi soir pour tenter de faire avancer les discussions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, perspective à laquelle s'oppose farouchement le Premier ministre hongrois. La Commission européenne a proposé de commencer les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine. Mais cela ne coïncide pas avec les intérêts de plusieurs États membres, et certainement pas avec les intérêts de la Hongrie. Et nous le faisons savoir, peu importe les pressions qui seront exercées sur nous. Au cœur des discussions, 2 votes prévus lors du prochain sommet européen de Bruxelles. Le premier concerne un soutien budgétaire de 50 milliards d'euros à Kiev. Le second, l'ouverture de négociations pour son adhésion à l'Union. Mais une telle procédure nécessite l'unanimité des pays membres et Viktor Orban a déjà fait savoir qu'il y mettrait son veto. Officiellement, la Hongrie s'y oppose en raison de son impact potentiel sur la politique agricole commune d'une part et sur la cohésion entre États d'autre part. La Hongrie faisant partie des pays les plus pauvres de l'Union, elle fait aussi partie de ceux qui bénéficient le plus des différentes subventions. Mais officieusement, l'amitié entre Viktor Orban et Vladimir Poutine pourrait aussi expliquer la position hongroise, une position qu'il sera difficile pour Emmanuel Macron de faire évoluer. Budapest a demandé que la question de l'adhésion de l'Ukraine ne soit tout simplement pas inscrite à l'ordre du jour du sommet de Bruxelles. Et direction Bruxelles, justement, on retrouve Pierre Benazet pour France 24. Pierre, on a vraiment peur, côté européen, que Viktor Orban fasse dérailler le prochain sommet, ou bien est-ce juste de la diplomatie transactionnelle, manière pour lui de faire monter les enchères? Alors effectivement, diplomatie transactionnelle, c'est un bel euphémisme. Il y a une véritable négociation de marchand de tapis d'un certain point de vue, puisque l'un des deux aspects est peut-être celui qui ne sera pas décisif du tout, c'est la question de l'élargissement. Lorsque la Commission européenne, il y a un peu plus d'un mois, a proposé qu'on ouvre des négociations d'adhésion avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, elle a bien spécifié qu'il restait encore l'une ou l'autre condition à remplir. La Commission européenne avait posé 7 conditions préalables pour pouvoir accueillir l'Ukraine dans ce processus de négociation, donc la négociation tangible, la véritable voie vers l'élargissement européen. Or, sur ces 7 critères, il y en a 3 qui ne sont pas encore complètement satisfaisants. Ça porte sur la corruption, sur le respect des minorités nationales et sur l'influence des oligarques. Et la Commission propose un nouveau rendez-vous en février sur cette question. Donc ce que la Commission proposait aux 27 États membres, c'était ouvrir les négociations en principe, mais mettez une clause suspensive pour attendre de vérifier en février ou en mars si effectivement l'Ukraine a fait les efforts nécessaires. Donc peut-être que ce dossier-là serait de toute façon repoussé, d'autant que par exemple le Premier ministre Mark Rutte, qui est sur un siège éjectable, doit avoir un mandat du Parlement, la deuxième chambre des États généraux à La Haye, et il n'est pas certain que le Parlement néerlandais lui accorde mandat pour ouvrir ces négociations. Donc peut-être que Viktor Orban n'aurait pas
pas été le seul à ce sommet à remettre en question la candidature de l'Ukraine et des autres. En revanche, le véritable sujet, c'est effectivement la négociation sur le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire de 2024 à 2027, où les Européens ont cette révision de mi-parcours qui était prévue. Ils voulaient mettre 50 milliards d'euros sur la table pour l'Ukraine. Ils pourraient ne pas pouvoir le faire en tant qu'Européens. Certains pays suggèrent déjà que chacun des pays membres de l'Union européenne, les 26 autres, enfin peut-être pas 26 d'ailleurs, parce qu'en Slovaquie, Robert Fico n'est pas non plus tellement d'accord, que les autres pays envoient chacun de manière individuelle leur contribution à l'Ukraine. Emmanuel Macron qui s'apprête à accueillir Viktor Orban. On va peut-être voir d'ailleurs le perron de l'Élysée. Voilà, c'est en direct, il doit arriver d'un instant à l'autre. Pierre Benazet, Emmanuel Macron a-t-il des arguments à faire valoir à Viktor Orban ce soir pour le rallier à la position majoritaire en Europe ? Il y a d'abord cet argument politique qui est celui que Emmanuel Macron est probablement l'un des rares au sein du Conseil européen à pouvoir véritablement avoir un impact ou en tout cas une influence sur Viktor Orban parce qu'il a toujours dit qu'il y avait un désaccord entre Paris et Budapest sur beaucoup de questions européennes, mais qu'en revanche, Viktor Orban et la Hongrie restaient un partenaire européen, un partenaire de travail, un partenaire de négociation, et que donc il ne fallait jamais couper les ponts. Et ça, il semblerait que du côté du Fidesz, il semblerait que du côté de Viktor Orban, on ait enregistré ces déclarations à leur valeur réelle. Il y a aussi un autre aspect qui est celui de la négociation transactionnelle dont vous parlez tout à l'heure. La crainte pour la Hongrie, comme pour d'autres pays membres de l'Union européenne en Europe centrale et orientale, c'est de se retrouver dans la situation où étaient leurs voisins de l'Ouest au moment de leur adhésion, c'est-à-dire de se retrouver à perdre une partie des fonds de cohésion, une partie des subventions européennes dont ils bénéficient au titre de l'agriculture, par exemple, pour la Pologne, ou du développement régional pour la Hongrie, puisque l'Ukraine, si elle devenait un jour membre de l'Union européenne, ce que souhaitent les pays de l'Ouest, deviendrait le plus grand pays en termes de superficie, le plus grand pays agricole, une population considérable serait ajoutée à celle de l'Union européenne. Bref, les fonds dont bénéficie la Hongrie et dont Viktor Orban ne parle pas trop, enfin en tout cas le moins possible, ces fonds seraient en quelque sorte siphonnés. Donc il y a un devoir de solidarité dont la Hongrie a bénéficié, et c'est probablement un des arguments qu'on peut opposer à la rhétorique de Viktor Orban, qui n'est pas tellement soutenue, à part en amont du Danube, par son voisin Robert Fico en Slovaquie. Par ailleurs, il espérait pouvoir compter sur Giorgia Meloni, mais ce n'est pas le cas. Donc il est peut-être pas complètement, un petit peu isolé au sein du Conseil. Merci Pierre Benazet, en direct de Bruxelles. Marc Semo, voilà pour les intérêts spécifiques de la Hongrie. Plus généralement, il y a un climat qui s'effrite aujourd'hui de soutien à l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Il y a un climat qui s'effrite au sein des Européens, et pas seulement d'ailleurs dans le soutien à l'Ukraine. Mais là, c'est un vrai moment de vérité par rapport à Orban. Parce que, est-ce qu'il reste dans une logique transactionnelle de marchand de tapis, avec en plus la question des fonds qui ont été gelés pour la Hongrie parce qu'elle ne respecte pas l'état de droit? Donc on pourrait imaginer, vous me débloquez ces fonds, alors ce qui serait assez immoral, mais bon, voilà, on lui donnerait les fonds promis, même s'il n'a pas respecté les règles et qu'il ne respecte pas l'état de droit, mais en échange, je ne mets plus mon veto aux 50 milliards... pour l'Ukraine, et on verra pour l'adhésion, ou au contraire, il y a un vrai choix géopolitique d'Orban. Orban fréquente Poutine, Orban revendique ses liens avec Poutine, Orban est soutenu par la population hongroise dans cette espèce de « je suis en retrait par rapport à cette guerre d'Ukraine ». En même temps, jusqu'ici, il a toujours voté les sanctions, respecter les règles. Il n'a pas franchi la ligne rouge. Bon, maintenant, c'est un peu un moment crucial. On va voir ce qui va se passer. Alors effectivement, il ne peut qu'être encouragé. Être encouragé, bon, parce que j'ai dit sa population de soutien. Être encouragé parce que dans toute l'Europe, les mouvements populistes, dont la plupart sont quand même très pro-russes, sont en train de monter. Dans le prochain Parlement européen, ils auront encore plus de place, et il est aussi encouragé parce qu'il le voit en Ukraine avec un Zelensky qui est en difficulté, avec des fêlures de plus en plus ouvertes, de plus en plus larges au sein du pouvoir ukrainien. Donc il pourrait, pour une fois, réellement se passer quelque chose de significatif au sommet européen.
Gauthier, vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mais il n'y a pas de victoire ukrainienne, il n'y aurait que des preuves de victoire à donner. Or, pour l'instant, c'est bien le problème, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à montrer à leurs alliés européens. Les Hongrois, vous voulez dire? Non, les Ukrainiens, en l'occurrence, pour pouvoir assurer les soutiens à la cause ukrainienne face à Viktor Orban. Oui, vous avez raison, mais qu'attend-on de l'Ukraine dans la situation où elle se trouve? Qu'elle soit vertueuse plus que les autres États, qu'elle dépense moins que les autres États, que sa direction soit unie, que par un coup de baguette magique du jour au lendemain, il n'y ait plus de corruption, qui est effectivement un critère capital et primordial pour adhérer, pour pouvoir entrer dans l'Union européenne. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on exige d'elle? Il faudrait en plus qu'elle ait gagné la guerre rapidement, et puis maintenant qu'elle négocie. Mais quel mouvement, quel pays en état de résistance face à une invasion extérieure n'a pas eu des dissensions au sein de sa direction? Je ne dis pas qu'elles sont minimes, bien sûr qu'il faut les considérer, mais j'ai le sentiment que ce qu'on exige de l'Ukraine pour continuer finalement l'aide, pour poursuivre l'aide, c'est un peu comme si on lui disait écoutez, vous, Ukrainiens, vous n'avez qu'à résoudre tous les problèmes et puis ensuite on vous aidera. Ben non, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Cet homme-là qui sort de la voiture, qui va donc rencontrer Emmanuel Macron, qui l'attend en haut du perron, Viktor Orban, vous pensez aujourd'hui qu'on peut le convaincre? Est-ce que c'est... il y a une forme de comédie dans sa posture ou réellement la volonté, la capacité aujourd'hui de renverser la table et de dire aux Européens arrêtons de promettre à l'Ukraine une adhésion à l'Union européenne et 50 milliards d'euros? Bon, il y a ce que soulignait Marc, c'est-à-dire sur les aides dont bénéficie la Hongrie, dont a bénéficié la Pologne aussi de manière très très large. Est-ce qu'il est prêt à remettre ça en cause? Ce qui remettrait aussi son assise et sa mainmise sur la société hongroise, c'est pas sûr. Maintenant, là encore, en vertu de ce que disait Marc et cette progression de l'idée populiste pro-russe, forcément dirigé vers la droite et vers le conservatisme tel qu'Orban l'entend, oui, ça peut jouer en sa faveur. Ce qui est finalement à remarquer, c'est que l'Union européenne, depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire la dernière invasion, celle de février 2022, cette Union européenne a progressé dans l'idée qu'il y avait quelque chose de fondamental à défendre en défendant l'Ukraine, c'est-à-dire au-delà du territoire ukrainien, et paradoxalement, ces opinions européennes, dans une large partie, elles progressent dans le sens inverse. C'est là la difficulté. Pourquoi c'est Emmanuel Macron qui se fait l'avocat de l'Ukraine ce soir auprès de Viktor Orban, Marc Semo? Un peu pour ce qu'expliquait votre correspondant, Emmanuel Macron a toujours malgré tout considéré qu'il fallait dialoguer avec Orban. En plus, Emmanuel Macron aime bien être au centre du jeu. Il faut bien que quelqu'un le fasse, un peu par élimination. Bon, il y a la France et l'Allemagne. Les relations entre Orban et l'Allemagne sont à bien des égards complexes. Donc voilà, d'où ce rôle. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, ce qui se joue là, à ce sommet, ça va bien au-delà, parce qu'on est dans le symbole. C'est-à-dire les 50 milliards, effectivement, chacun des pays peut les donner individuellement. Et on arriverait globalement à la même somme. Mais il y a l'effet de dire c'est l'Europe qui choisit l'Ukraine. Alors c'est évident que l'Ukraine pose énormément de problèmes. Il y a ces questions des fonds dont on parlait, mais aussi ça veut dire qu'on accepte dans l'Union européenne un pays qui de fait est en guerre, ou s'il ne sera plus en guerre, dont la frontière probablement avec l'un de ses voisins, et un voisin aussi imposant et dangereux que la Russie n'aura pas été formellement reconnu, ça sera éventuellement, probablement une ligne de cessez-le-feu. Donc ce sont d'énormes problèmes qu'on a devant nous, et quelque part, peut-être que les Européens, au-delà de la posture morale, de rappeler qu'effectivement l'Ukraine se bat aussi pour nous, de faire aussi un parler vrai sur l'immensité des défis que pose l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Qui serait quand même, je ne sais pas si vous comptiez l'aborder, mais qui serait validé en quelque sorte, ces défis, ou en tout cas justifié par le fait qu'on assisterait, que Biden soit là ou pas, à un recul aussi de cette aide américaine, oui, alors qui a là peut-être une position, une opportunité pour l'Europe. J'allais l'évoquer, fragilité. On évoque la fragilité militaire actuellement de l'Ukraine. On dit les Ukrainiens à court de munitions. On voit la difficulté à faire bouger la ligne de cessez-le-feu. Enfin non pas de cessez-le-feu, pardonnez-moi, mais la ligne de front, je reprenais, pardonnez-moi, inconsciemment l'expression employée à l'instant par Marc Semo. On est loin de cessez-le-feu actuellement, à la ligne de front.
On évoque des dissensions au sommet du pouvoir en Ukraine entre Volodymyr Zelensky et son chef d'état-major, Valéry Zaloujny, qui a eu le tort d'évoquer il y a quelques semaines l'échec de la contre-offensive. Et puis Volodymyr Zelensky, qu'on attendait par visioconférence, nous l'attendions ensemble mardi soir devant le Congrès américain, qui au dernier moment a annulé. Y a-t-il un problème aujourd'hui au sommet du pouvoir à Kiev ? Oui. Et finalement, je dirais, c'est presque un signe de démocratie ou de démocratisation que Zaloujny ait des idées, des arrière-pensées, sans doute, mais en même temps, ça n'est pas complètement, comment dirais-je, c'est loin même d'être critiquable, le fait de dire oui, il y a un problème, cette offensive n'a pas marché. Quitte d'ailleurs à rappeler qu'il y a aussi ces problèmes d'aide en armement qui ont peut-être joué à la marge ou d'une manière plus importante. Mais bref, le dire n'est pas forcément une preuve de faiblesse, au contraire. Mais il y a quand même un certain nombre de problèmes. Zelensky est l'homme symbole de la résistance, mais c'est vrai qu'il y a, par la logique même du conflit, un pouvoir toujours plus personnel, ne serait-ce que symbolique, de Zelensky. Et quand Vitaly Klitschko, le maire... avec qui il est aussi en termes un peu complexes, en rivalité politique, qui est un opposant, dit on est en train d'être dans une situation qui va ressembler de plus en plus à la Russie où on dépend des caprices d'un seul homme. Bon, il est saisi par l'hubris, par l'ivresse des sommets. Zelensky, c'est quand même quelque chose qu'un certain nombre d'Ukrainiens ressentent. Je rappellerai juste que, juste avant la guerre, la popularité de Zelensky était très très basse. Parce qu'il n'avait pas tenu ses promesses qui étaient notamment de réussir à faire la paix dans le Donbass. Ensuite, il a été l'homme symbole de la résistance et à raison, tout le monde l'a soutenu. Ensuite, effectivement, là, ce sont les réalités du pouvoir, la corruption qui est là, le fait qu'il n'a pas réussi à lutter contre la corruption suffisamment, le fait que beaucoup d'Ukrainiens, et notamment les femmes qui manifestent, disent il y a des privilégiés, il n'y a pas de relève sur les fronts, c'est toujours les mêmes qui sont en train de risquer leur peau et tout. Donc c'est une espèce de grogne, de lassitude de la guerre qui vient des profondeurs de la société, qui est un vrai problème. Et là aussi, Zelensky gagnerait peut-être à miser sur le parler vrai. L'Ukraine peut-elle se payer le luxe de la division dans la situation actuelle, ou bien, on l'a vu avec les purges anticorruption, ça n'entamerait en tout cas pas la détermination du pouvoir ukrainien dans la guerre ? Oui, encore une fois, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marc sur les lacunes, les carences. On est aussi encore, disons-le, dans l'héritage d'une forme de soviétisme, avec le rapport au pouvoir qui est quelque chose de compliqué. Je crains simplement une chose, c'est que nous, en Occident, nous sautions comme la vérole sur le bas clergé sur ces questions-là, en disant, vous voyez bien, finalement, il faut terminer cette guerre, et l'Ukraine n'en est pas digne. Mais quel pays, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, serait absolument blanc comme neige et irréprochable. Oui, vous avez raison de dire que finalement, ce qu'il y a eu, et il y en a eu peu, c'est vrai, d'action contre la corruption, c'est quelque chose qui n'a pas entamé le pouvoir, mais on part de très loin. Et c'est vrai aussi, disons-le... Mais c'est pour dire aussi que ça n'a pas entamé l'élan. On se disait ça risquait effectivement de fragiliser l'Ukraine. C'est pas l'impression que ça a donné vu de l'extérieur. Non. Simplement, je pense qu'il y a une attente énorme, effectivement, aussi de la société ukrainienne, qui se dit, ce combat, c'est le combat absolu pour nous, c'est-à-dire que non seulement c'est vis-à-vis de la Russie, mais ce que nous espérons créer, au fond, depuis 1991, c'est-à-dire depuis l'indépendance. Un combat de valeurs qui va au-delà finalement de la personne même de Zelensky et des objectifs à court terme. Oui, une Ukraine qui, par le sang versé, notamment pendant la révolte de 2014 de Maïdan, qui a conduit au renversement du dernier pouvoir pro-russe de Yanukovych, par le sang versé, l'Ukraine a fait le choix de l'Europe. Et elle le mérite par là même. Et voyons ce soir si l'Europe continue à faire le choix de l'Ukraine. On verra ça effectivement à l'issue du dîner. Oui, je voulais signaler une petite chose qui peut paraître simplement cocasse. On a parlé tout à l'heure du Premier ministre néerlandais qui est Mark Rutte, qui avait, à propos de la Hongrie, signalé quelque chose qui était complètement contraire au discours admis, qui avait dit, écoutez, si la Hongrie, alors c'est très difficile sur le plan institutionnel et administratif, mais si la Hongrie, comme ça, il faut qu'elle quitte l'Union européenne. Bon, alors, c'était encore que Mark Rutte, c'est pas forcément quelque chose de farfelu, mais l'idée aussi que cette Europe puisse ou doive compter avec des minorités de blocage, finalement, extrêmement minimes, des minorités de blocage, c'est quelque chose qui est aussi, bien sûr, handicapant et inhibant pour essayer d'avoir... Bon, c'est une banalité, ce que je dis, mais pour essayer, dans ce cas-là, d'avoir une politique qui sorte un peu du lot.
L'armée israélienne, elle a surencerclé la maison de Yahya Sinwar à Gaza. Son fief de Khan Younes est la cible de l'armée israélienne actuellement. Le chef du Hamas à Gaza, considéré comme l'architecte des attentats du 7 octobre en Israël, pourrait bien se cacher sous terre dans les tunnels. C'est ce qu'indique l'armée israélienne. On voit ça en images avec Caroline Loyer. Sortir les survivants des décombres au plus vite. Khan Younes, à nouveau cible de bombardements. Les habitants sont désespérés. Nombre d'entre eux avaient quitté le nord de l'enclave pour se réfugier ici, dans sa partie sud. Cette zone était considérée comme sûre, mais elle a soudainement été prise pour cible sans aucun avertissement. Nous avons couru pour voir ce qui s'était passé. Une maison à 2 étages a été prise pour cible, pleine de personnes déplacées et de martyrs. Des frappes aériennes et au sol, des chars, des bulldozers et des soldats. Des soldats qui progressent à travers les ruines. L'armée israélienne, qui diffuse ces images, affirme que ses troupes sont engagées dans des combats rapprochés et acharnés. Khan Younes serait encerclée. Et avec elle, la maison de Yahya Sinwar, considérée par Israël comme l'architecte des attaques du 7 octobre. Tsahal dit avoir percé ici plusieurs lignes défensives du Hamas. Le Hamas qui répond par des salves de roquettes en direction d'Israël. Ces images montreraient ces combattants dans la ville de Gaza en train d'attaquer des véhicules blindés. Face à l'intensification des combats, la population est poussée à fuir vers un périmètre de plus en plus réduit à Rafah, ville à la frontière égyptienne, où les secours sont débordés par l'afflux de blessés. Et dans le même temps, le torchon brûle entre Israël et l'ONU. Antonio Guterres a utilisé l'article 99 de la Charte des Nations Unies hier pour avertir le Conseil de sécurité que les bombardements constants des forces armées israéliennes pourraient rendre impossible une aide humanitaire, même limitée. Il a mis en garde contre un effondrement total de l'ordre public à Gaza. Une demande en tout cas qui constitue un soutien à l'organisation terroriste Hamas. Voilà ce que réplique le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen. On va loin aussi côté israélien. Qui a raison, Marc Semo? La question ne se pose pas dans ces termes. Mais bon, effectivement, brandir l'article 99 de la Charte, qui permet donc au secrétaire général d'avoir, c'est le seul qui lui permet d'avoir un vrai rôle politique, c'est-à-dire de proposer directement une résolution s'il estime que la sécurité mondiale ou la paix mondiale est en jeu. Et en partie, il y a une tragédie humanitaire qui se joue à Gaza. Il y a une impuissance jusqu'ici du Conseil de sécurité. Les États-Unis avaient mis leur veto sur la résolution précédente. Donc, il y a une nécessité. D'un autre côté, on ne peut pas dire non plus que l'ONU a été spécialement empathique vis-à-vis d'Israël dans cette tragédie. C'est-à-dire quand il y a eu les massacres du Hamas, 1200 personnes, les viols, les enlèvements, le texte qui a été voté par l'Assemblée générale de l'ONU dit qu'il ne faut pas de pertes civiles, implicitement renvoyant quasiment dos à dos Israël et le Hamas, ce qui est quand même assez lourd, et ce qui explique aussi l'ire des Israéliens, du ministre des Affaires étrangères, de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, sur cette question. En plus, il y a un lourd contentieux entre Israël et l'ONU, un contentieux qui remonte d'abord à l'Agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Oui. Alors, désormais, ce sont les arrière-petits-enfants des réfugiés. On est réfugiés de père en fils. Puis l'UNESCO, puis voilà l'adhésion de la Palestine comme État. Donc, il y a cette agence. Ensuite, l'autre aspect, c'est le Conseil des droits de l'homme, où régulièrement Israël est mis en accusation, alors que ce Conseil était présidé par la Libye, par l'Iran. On n'a jamais parlé des Ouïghours, on n'a jamais parlé vraiment des Tchétchènes. Le seul pays qui est sans arrêt mis au banc et étiqueté, c'est Israël. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, on peut dire que dans ce bras de fer, effectivement, d'une virulence verbale qui est quand même, je pense, sans précédent récent, les torts sont un peu partagés. Bien anti-israélien à l'ONU qui, de fait, discréditerait l'Organisation des Nations Unies comme un quelconque médiateur ou même une voix dans cette crise, une voix de la raison dans cette crise? Bon, si l'ONU n'existait pas, on se plaindrait de ce vide. Le fait qu'elle existe ne garantit pas, loin de là, là encore c'est d'une banalité terrible, ne garantit pas la réussite. Mais comment dire, ce que l'ONU essaye finalement de faire à travers ça, c'est de combler probablement son impuissance à faire en sorte que les quelques résolutions lourdes qui ont été votées depuis des décennies
censés contraindre Israël, par exemple, à reculer sur les territoires conquis en 1967, n'ont jamais abouti. Et là, c'est comme si l'ONU se disait finalement, par ce silence, alors celui-là est inadmissible, ce silence vis-à-vis, je crois que c'est Eli Cohen qui a fait le décompte, 57 jours avant qu'une agence de l'ONU dise effectivement que ce qui s'était passé le 7 octobre était ahurissant et inadmissible. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce finalement de revanche sur sa propre faiblesse politique? Au fond, l'ONU n'est peut-être pas le garant absolument finalement divin de ce que devrait être la paix. Il y a aussi, bien sûr, des parcours personnels, comme celui de Guterres, qui est passé par les droits de l'homme et qui sont sensibles à ce genre de choses. Mais quand on est à ce niveau de responsabilité, évidemment, ça coince. Et puis le problème, c'est pas l'ONU, ce sont les États qui composent l'ONU, le Conseil de sécurité. Parce que mais là, Guterres, il s'exprime en son nom. Guterres, propose de 99, ça serait une résolution, mais la question ensuite sera entre les mains des États. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le système onusien est de plus en plus paralysé. Et il est paralysé, pourquoi? Parce qu'un des 5 membres permanents, doté du droit de veto, à savoir la Russie, a violé toutes les règles de la Charte des Nations Unies en lançant, en février 2022, une guerre d'agression à l'ombre du nucléaire sur son voisin. Donc, à commencer, c'est quand même revenir à l'origine de cette crise de l'ONU. Et si l'ONU, aujourd'hui, est en telle difficulté et muette, au niveau des États qui composent le Conseil de sécurité, c'est d'abord parce que un de ces États, la Russie, a violé toutes les règles. C'est ça, le crime originel qui empêche effectivement des résolutions qui sanctionneraient tous les acteurs dès lors qu'ils commettent des crimes avérés. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que le plus récent et le plus massif, c'est celui-là. Une guerre conventionnelle de haute intensité en Europe qui a déjà fait autour de 200 000 morts, et que ce pays puisse parader au Conseil de sécurité de l'ONU en proposant une résolution de paix, il y a quand même quelque chose de profondément malsain. Mais rappelez-vous déjà des difficultés exceptionnelles à ne serait-ce que... condamné par une résolution la Corée du Nord, parce qu'un autre pays, la Chine, opposait son veto aux sanctions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, les institutions actuelles sont usées et limées, les institutions de l'ONU, au-delà du possible, que la réforme, évidemment, est nécessaire, mais qu'on bute toujours sur ce qu'est les intérêts des États. Et là, on revient, toute proportion gardée, c'est pas forcément comparable, mais à cette idée angélique qui a présidé à la naissance de l'Europe aussi, qui était de dire, au fond, pourtant, on avait eu l'expérience, le précédent de la Société des Nations, qui n'était pas très brillant. Mais au fond, si on bâtit une communauté mondiale internationale, eh bien, il y a quelque chose de vertueux, par essence, qui va se dégager. Et c'est tout à fait le contraire. Merci beaucoup, Marc Semo, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 3 minutes. Bon.